qui est dingue avec les murs à pêche, c'est que tout était caché derrière les murs finalement. Et c'est encore comme ça. Personne ne connaît les murs à pêche parce qu'ils ne se voient pas finalement. On peut passer à côté, on peut passer dedans, même au milieu des murs à pêche, hein, dans une rue qui passe au milieu des murs à pêche et même pas s'en rendre compte, quoi. Il faut prendre un petit peu de hauteur pour le savoir. J'ai découvert le lieu, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et là, je me suis, plongé dans l'histoire de famille, plongé dans l'histoire des murs à pêche, dans cette histoire. C'est extraordinaire, quoi. C'est un conte. L'histoire des murs à pêche, c'est vraiment une histoire de fou, quoi. C'est une très 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 belle histoire. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'elle finisse comme ça. Quand j'ai pénétré dans ce site, je me suis dit, où est-ce que je suis là? C'est là qu'on a vu qu'il y avait quand même des murs avec à peu près 5 mètres, 6 mètres d'intervalle entre deux, et des grandes longueurs d'arbres fruitiers. Parce qu'en plus de ça, quand on a pu y pénétrer, c'est que les gens ça avait été racheté, donc plus personne ne s'en occupait. Donc là, on a pu se faire des balades dans les fruitiers, quoi. Quand j'invitais les gens qui venaient ici, ils disaient « mais c'est quoi ce jardin ?» Ils ne pouvaient pas imaginer qu'à 3/4 d'heure du centre de Paris, il y a un jardin comme ça. J'ai souvenir de ce jardin qu'on appelle à la française, où je peux vous dire les allées, elles étaient hyper droites, il n'y avait pas un brin d'herbe. C'est comme un village, les murs à pêche. Mais pourquoi? Parce qu'il y a 35 hectares, il n'y a pas un seul commerçant, il n'y a rien, quoi. Et moi, pour aller faire mes courses, je suis obligé de me faire 1 km, 1,5 km à pied pour aller à la boulangerie. Tout ça à 3 km de Paris. On avait un médecin qui racontait à mes parents que Montreuil, pour les Parisiens, c'était la campagne. En sens que quelqu'un était malade, à Paris, il dit « allez prendre l'air à Montreuil ». Ça fait rigoler, mais à l'époque, c'était une réalité, parce que c'était vraiment très vert, Montreuil. C'était la campagne. Quand on est arrivé, nous, du 18e, en plein Paris, et qu'on arrivait là, avec le parc Montreux, on respirait, quoi. C'était vraiment agréable de se trouver là. Début du siècle, c'était encore des champs, enfin, c'était encore des terres agricoles, voilà. C'est là où on voit comment la ville se construit et que tous ces espaces agricoles disparaissent, quoi, en fait. Les murs à pêche, c'est quoi? Je veux dire, c'est au XVIIe siècle, 5 ou 6 horticulteurs de génie qui trouvent un process pour encaisser de la chaleur dans la journée, pour la restituer la nuit, pour protéger les arbres de la grêle, de l'humidité, etc., etc. Cette technique est tellement extraordinaire qu'elle est reprise sur des hectares et des hectares pour couvrir tout l'Est parisien, de Vincennes jusqu'au Bourget. Et ensuite,
ça se réduit avec la pression économique, évidemment, la pression immobilière. Donc ça se réduit. Et comme par hasard, ça se réduit jusqu'au mur à pêche. C'est-à-dire que le seul endroit qui reste de tout cet est parisien, c'est à nouveau les murs à pêche. C'est de là où c'est parti. C'est quand même incroyable. L'horticulture telle qu'on la connaît, c'est-à-dire les murs à pêche, tant sur la partie de Saint-Antoine que sur le plateau, a débuté en réalité du côté du centre-ville, a débuté du côté de la rue, ce qu'on appelait la rue des Sœurs, qui est la rue Marguerite Yourcenar aujourd'hui, et la rue Pépin. C'est là qu'ont eu lieu les premières expériences de mur à pêche, parce que le plâtre était présent, parce que la terre était présente, et le savoir-faire débutait. Ensuite, ça a grimpé sur le long des grands axes, et il n'y avait qu'un grand axe, c'était la rue de Rosny. Les autres rues n'existaient pas. Enfin, d'autres grands axes, comme la rue des Néfliers ou la rue Édouard Branly, ont permis de part et d'autre d'accueillir les cultures de fruits le long des murs. Du Valvin, je me rappelle très bien. Il y avait une femme qui avait beaucoup de terre. Je pense que c'est devenu cette terre, c'est des immeubles maintenant, mais elle avait des hectares de murs, de murs en plâtre, avec des poiriers, etc. Elle avait des productions énormes. Il y avait une odeur là-dedans fantastique. Et nous, on a acheté ces poires. Et j'avoue que depuis, j'en ai mangé de pareil. Ils faisaient des pommes, des poires, et des fruits, et ils avaient mis des calcomanies dessus, sur le côté exposé au soleil, et vous aviez les armes d'Angleterre ou les armes de la cour de Belgique, et ça partait juste pour les rois. Fin du XVIIIe, la mémoire des murs à pêche montreuillois se forme par les techniques de construction des murs, la manière dont on travaille le fruit, la manière dont on taille les arbres, la manière etc., dont on se comporte vis-à-vis des clients, puisque les clients, jusqu'avant la Révolution, c'était le roi de France, la cour, c'était donc un marché captif. Il faudra après trouver d'autres débouchés. Les débouchés seront les halles, seront les cours royales d'Europe, où les valises diplomatiques transporteront les fruits dans chacune des capitales, ce qui créera une espèce de légende légendaire, quoi. Le tsar mange des pêches de Montreuil comme la reine d'Angleterre, ce qui est pas faux, mais ce n'était pas leur quotidien. Le reste était vendu à Paris et dans les grandes épiceries qui vont se créer au XIXe siècle, Fauchon et compagnie. Les grosses poires, les grosses pommes, ils arrivaient chez Fauchon, ils les vendaient 50 francs la poire, le fruit. Ils vendaient ça à la pièce. À l'époque, c'était certainement rentable parce qu'il y avait beaucoup plus de main-d'œuvre que maintenant. Le pêche Montreuil était célèbre dans le monde entier. Je me souviens qu'ils envoyaient des pêches au Japon. Alors que la pêche, elle ne peut pas voyager trop longtemps. Il n'y avait pas tellement d'avions à l'époque. Les pêches, c'était belles, des couleurs admirables, un beau volume. C'était fantastique, les pêches de Montreuil. Oui. Pour l'exportation, vous avez aussi des documents pour la cour Alors, on a effectivement des documents de livraison, de commandes, et on sait exactement, parce que c'était célèbre, oui. Et on a beaucoup de textes sur la manière dont c'était livré. Elles étaient empaquetées dans de grands paniers d'osier, enveloppées dans ces feuilles de vigne, et ensuite elles étaient envoyées à la cour d'Angleterre, mais mieux que ça encore, en Russie, à la cour de Saint-Pétersbourg. Les tsars les appréciaient beaucoup. Où qu'on aille dans le monde entier, dans n'importe quelle école d'horticulture du monde entier, Montreuil est connu. Vous allez au Japon, en Chine, en URSS ou quoi que ce soit, vous rentrez dans un lycée horticole, vous dites que vous êtes de Montreuil, vous verrez, tous les élèves vous connaissent. Tous les élèves connaîtront Montreuil. Tous les ans, sur la place de la mairie, il y avait l'exposition horticole organisée par la Société régionale d'horticulture. Et évidemment,
bon nombre de Parisiens venaient voir l'exposition de Montreuil, qui était de réputation mondiale. C'était là qu'il mettait en valeur des fruits énormes. C'était celui qui avait la plus grosse poire, la plus belle pêche. Oui, ça me rappelle, c'était, oui. Chaque année, il y avait ça. Un concours, ça veut dire en général au mois d'octobre, je crois me souvenir. Parce que en 1930, c'est pour valoriser la pomme de Montreuil et pour faire que son cours, le cours de la pomme, augmente au carreau des Halles de Montreuil, parce que aux Halles, il y avait le carreau de Montreuil. Il y a un endroit spécifique, quoi. Montreuil avait créé l'idée de marque. C'est Philippe Schuller qui a eu l'idée de ressortir ce qui se faisait autrefois les concours de la plus belle pomme ou de la plus belle pêche. Et donc, on a organisé ce qui s'appelle Miss Pomme et qui se fait toujours, c'est-à-dire que chaque année, 4 écoles de Montreuil, il y a une classe pilote dans chacune de ces écoles. La classe pilote apprend à déguster les pommes, va choisir la meilleure pomme et va faire voter les autres classes de son école. Et donc, chaque année, il y a la meilleure des pommes qui est élue par les Montreuillois. On se rend compte qu'un fruit, c'est pas que dans un cajot ou sur un étalage, quoi. Et puis la différence du goût des pommes, ou même de la poire, sa forme, la grosseur, quelque part on se prend un peu au jeu. Hein, parce qu'après on s'amuse à faire des boutures, on fait on essaye de tailler les arbres comme ils devraient être. Sur un nœud de fruits, s'il y en a 5 qui arrivent, on va facilement en enlever 3. Pour pouvoir garder 2, mais 2, ça fera 2 beaux fruits. Et c'est pour ça que Montreuil avait remporté beaucoup de concours sur la qualité. Nos arrière-grands-parents faisaient des concours. Hein, ils faisaient beaucoup de concours, ils cultivaient. Et notre arrière-grand-père tenait des cahiers, où il fait plein de dessins, il faisait des essais, enfin des concours, etc. Et il gagnait beaucoup de médailles. Papa raconte que quand il y a eu la guerre de 40, pas de 14, quand il y a eu la guerre de 40, son grand-père a décroché toutes les médailles qui étaient dans un cadre. Et il avait donc une ceinture avec toutes les médailles en or que son grand-père et sa grand-mère, parce que la grand-mère faisait aussi des concours. Sur 3 générations, en fait, j'ai retrouvé des prix, alors là plus sur du papier, et puis c'est donc ces médailles. C'était des expositions organisées par les villes, des concours organisés par les villes. Alors il y a un peu toutes les villes, du 93 ou 94, hein, Montreuil, Vincennes, j'ai trouvé Saint-Maur-des-Fossés, Fontenay, Rosny. Il y a les fameuses médailles de l'ordre du mérite agricole, hein, chevalier, officier, et aussi les palmes académiques. Donc là, je me demandais un petit peu ce que c'était, mais bon, ce serait peut-être parce qu'en fait, les arrière-grands-parents recevaient des apprentis de l'école Le Nôtre. J'ai remarqué aussi qu'il y avait les sociétés d'horticulture, régionales ou non, et puis il y avait des unions horticoles, là j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est que j'ai remarqué d'autre? Ah oui, des médailles de Villemorin. J'essayais d'estimer, vu la date des médailles, c'est peut-être 80 ou 100 ans que ça a été comme ça mis dans un cadre, hein, puisque le terrain rue Saint-Antoine, il avait été acquis au 19e siècle. Ça, ce sont les vergers qu'il y avait en face de ma maison d'enfance. Donc il y avait ces vergers. Ils étaient cultivés, après ils ont été abandonnés, non cultivés. Donc nous, on venait s'amuser dedans. Vraiment, on jouait dedans avec mes frères. En partant pour aller à l'école, rue Anatole France, on passait par les jardins qui étaient laissés à l'abandon et on mangeait quelques fraises, quelques cerises. Je pouvais me promener sur 4 hectares et j'étais en pleine ville. Je me suis dit, un truc comme ça, t'en trouveras pas 2, quoi. Je me rappelle qu'étant môme, on allait jouer au fort de Rosny. C'était un terrain vague aussi, là où il y a les gendarmes maintenant, sur le bas. Il y avait des arbres fruitiers qui poussaient un petit peu, enfin, qui avaient dû être cultivés jadis, mais qui étaient un peu laissés à l'abandon. On allait manger des trucs qui n'étaient pas mûrs, ou des choses comme ça, quoi, comme tous les mômes. En haut de la rue Pierre-Montreuil, il y avait des chemins de terre qui desservaient des portes derrière lesquelles il y avait des jardins, entourés de murs.
de pêche et de poire. Et nous quand on était gamins, on se fournissait directement sur l'arbre. C'était fantastique. Le week-end, on partait pas. On allait promener dans les chemins derrière la maison, dans les murs à pêche, quoi, finalement. C'était des petits chemins avec des petits murs, et petite vie agricole, quoi. Et ça sentait bon, ça sentait bon l'herbe. On était là tous les week-ends, tous les dimanches, toutes les vacances. Moi, je n'attendais que ça, d'être dans ce jardin tout le temps, tout le temps. Je me rappelle bien des vergers. Notre grand jeu, c'était de jouer à cache-cache, bien sûr, dans les murs à pêche. Les fameux murs à pêche avec les trous dans les murs, les portes. Donc pour jouer à cache-cache, c'était fabuleux. Montreuil, le paradis, j'arrivais dans ce jardin et c'est bon, mes parents me cherchaient tout le temps en fait. Il faut dire, c'est que si aujourd'hui les murs à pêche existent, c'est grâce à Pétain. Parce que lorsque la délégation spéciale a été nommée en 1940, elle a été sous l'impulsion de Pétain, et c'est Aubin, un horticulteur qui était président de la Société de la Seine, qui a été nommé à la délégation spéciale et qui a décidé de faire un plan de sauvegarde, parce que c'était le retour à la terre, de classer tout ce qui était entre la rue de Rosny et la rue Pierre de Montreuil, hein, donc d'un côté rue Saint-Just, de l'autre côté, on va dire boulevard Théophile-Sieur, de dire, eh bien là, ça sera zone horticole protégée. Donc on n'aura pas le droit d'y construire quoi que ce soit, on ne pourra faire que de la culture. Donc là, on a la rue Saint-Just, la rue de Rosny, ça redescend par la rue Ningesser, rue des Clos des Arachis, rue Maurice Bouchard, et on reprend la rue Pierre de Montreuil. Voilà, et on délimite la zone. Et là, on a le cimetière de Montreuil. Lorsque la délégation spéciale a perdu ses pouvoirs et que la République est de nouveau au pouvoir, tout a été retiré des décisions de Pétain, sauf le plan qui avait été approuvé, qu'on appelle le plan de Bastard, qui avait été approuvé le plan de 1940, a été applicable jusqu'en 1976. Jusqu'en 1976, avant la publication du POS, c'était le seul plan de référence qui était pris en compte par les juges, par tout ce qui était dans les expropriations, dans ah, je voudrais construire, vous n'avez pas le droit. Pourquoi? C'est une zone horticole protégée. Et lorsque le POS sera publié, ça sera placé en zone NA, zone naturelle urbanisable à terme. On était au 21 bis rue Danton. La propriété était quand même assez grande. On avait donc un grand hall, il y avait la cour et il y avait l'écurie et après il y avait encore un jardin. À partir de la rue de Rosny, c'est de là que commençaient tous les terrains. Donc en quelque sorte, quand on voit la mairie de Montreuil en haut de la rue Danton, c'était pas grand. Elle n'est pas grande la rue Danton. Donc on arrivait tout de suite à la rue de Rosny et après la rue de Rosny, c'était les terrains. Je me souviens que quand je quittais l'école, moi, je prenais la rue Anatole France. Et là, déjà, il y avait encore... on commençait à voir les murs, les fameux murs à pêche. C'était dans un secteur qui était compris entre la rue Saint-Just, la rue Saint-Antoine, et après ça prenait la rue Pierre de Montreuil, la rue Maurice Bouchard, ça faisait un grand triangle là. Et puis il y avait des murs à pêche aussi,
vers la rue Delpech, à la limite de Bagnolet, là. Au-dessus du parc des buttes, de ce qu'on nous rappelait à l'époque, les buttes à Morel. À l'époque, la rue Danton était limite finalement avec la ville, quoi. Parce que d'un côté, quand on descendait, on arrivait tout de suite au centre-ville, mais quand on montait sur le plateau de l'autre côté, on arrivait tout de suite dans les champs, finalement. On a la mairie qui est ici, et là on se rend compte que tout ça c'est des murs à pêche jusqu'à la Croix de Chavaux. Là, ici on a la mairie qui est ici, là, la place François Mitterrand. Donc là, si on vient voir à côté de la place François Mitterrand, qui est aujourd'hui en plein centre-ville, donc dans les années 1920, tout ça, c'était que des murs à pêche. Tous les terrains, ça appartenait à des cultivateurs, hein. Il n'y avait aucun dépôt, aucune usine, aucune décharge. La première génération, ça équivaut à mes arrière-arrière-grands-parents. C'était d'abord des jardiniers de la ville de Paris qui ont acheté une boutique de fleurs et qui ont acheté un terrain rue Saint-Antoine. Donc ils avaient l'équivalent de 3500 m² rue Saint-Antoine. Du côté de maman, c'était des vendeurs sur les marchés. Et du côté de papa, horticulteur, fleuriste depuis le 19e siècle. Mon père vient de Neuilly-sur-Seine. Il était fils de couturière, en fait, petit métier, mais de l'autre côté de la ville. Et ma mère, elle était, donc c'est la famille Mouloise qui était horticulteur à Montreuil depuis les années 1880, en fait. C'était une famille qui arrivait de Lyon en 1880, au moment, à la grande passation de terrain en fait, qu'il y a eu entre les cultivateurs de pêche et les cultivateurs de pommes, un peu comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand la pêche s'est cassée la figure à cause du train, certains se sont mis sur la pomme, d'autres sur la fleur, et puis beaucoup ont trouvé ça beaucoup moins rentable, donc ont vendu leurs terres. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu toute une invasion de gens qui venaient de Lyon pour récupérer ces terres qui étaient de très bonne qualité, ça se savait, qui étaient proches de Paris, puisque dans Lyon, c'était des gens qui savaient cultiver, mais pour vendre leur production, c'était beaucoup moins facile qu'à Montreuil, finalement. Donc même si les terrains valaient moins parce que la pêche c'était fini, il y avait encore des bonnes raisons de reprendre de l'agriculture à Montreuil. L'idée, ça a été de qu'est-ce qu'on fait entre les murs, parce que la terre est bonne à autre chose que de faire pousser des arbres fruitiers. Donc là ont été plantées des fleurs qui ont été diverses et variées, soit des fleurs pour faire des bouquets, enfin pour aider à la présentation des bouquets, hein, ces fleurs blanches un petit peu éthérées qui permettent de faire des bouquets, et puis ensuite eh bien, des tulipes, des chrysanthèmes, des œillets de poète, des fleurs coupées, et des fleurs qui vont être vendues aux halles en même temps que les fruits, suivant les saisons. Les grands-parents, les arrière-grands-parents, c'était des horticulteurs fleuristes. D'ailleurs, tu regardes sur les documents notariés ou quoi, c'est marqué horticulteur fleuriste. Donc là, c'est notre papa dans je pense que c'est des dahlias, mais de l'autre côté, ça va des poiriers. Je pense que là, il doit avoir une 20-25 ans. Ah, oui, c'était le jardin de la propriété, de la maison. Et puis, il y avait le magasin de mon arrière-grand-mère, qui était donc au coin de la rue de Rony et rue Rochebrune. On habitait au-dessus du magasin, nous. Donc, j'ai travaillé dans le magasin, j'ai appris le métier comme ça. Ça consiste à s'occuper des fleurs, savoir les soigner, hein, pour les deuils, pour les mariages, les bouquets, et les couronnes, tout ça. Ça, c'est le magasin des arrière-grands-parents, juste au coin de la rue, qui est devenu une épicerie. Ce magasin, il a quand même fonctionné quasiment, moi je dirais 50 ans, hein, quand même. Mon père allait chercher ses plantes rue de Rony, donc chez les horticulteurs, hein, puisqu'il y avait des horticulteurs. Donc ça, je me rappelle très bien de la grande maison chez monsieur et madame Carr, et des serres où effectivement on allait choisir toutes les plantes pour mettre dans les magasins. Voilà.
J'ai travaillé chez une dame qui s'appelait Madame Carr. Donc j'ai progressé là-dedans pendant 28 ans. J'avais une chambre chauffée avec un lavabo, enfin de quoi se laver et tout. Et on mangeait avec les patrons, quoi. C'était simple, c'était pas compliqué, c'était familial, c'était bien. Le matin, on arrivait, on avait le café. On ne disait pas le boulot. Si tu avais besoin d'une demi-heure pour aller au coiffeur ou faire autre chose, c'était cool, quoi. Et tu discutais, tu disais, voilà, est-ce que je peux aller? On te disait, il n'y a pas de problème. Notre arrière-grand-père apprenait à des apprentis qui venaient de l'école Le Nôtre ou à Sonchamp. Et c'était des apprentis, c'était pas des pupilles de la nation, mais c'était des orphelins qui étaient à demeure, c'est-à-dire ils logeaient aussi, puisque la maison, c'est une grande maison sur 2 niveaux, et il y avait ce qu'on appelle des chambres de bonne, entre guillemets. C'était pas une famille d'ouvriers, hein. C'est vrai qu'il y avait, moi j'ai entendu parler, il y avait la gouvernante, il y avait un jardinier. Alors oui, bien sûr, il y a des ouvriers qui les accompagnent, j'ai dit, puisqu'il y a du louage. La foire au louage est faite que pour de manière à avoir des ouvriers qui vont faire les plantations sous les serres froides ou les serres chaudes, hein, des travaux qui sont des travaux rudes qu'eux ne feront pas. Maman, elle avait, donc on dirait 1, 2, 3, 4 terrains à peu près, mais pas tous au même endroit. On en avait un rue Danton où étaient cultivés les pieds de lilas. Et donc, Anatole France, on en avait 2 là. 2 et alors le grand terrain qui était à la limite de Montreuil-Rony. C'était des parcelles qui étaient savamment installées, avec les murs à l'ombre, les murs au nord, donc où il n'y avait jamais de soleil, il y avait les lilas, il y avait le muguet. Et puis après, sur les murs, palissés sur les murs, il y avait évidemment les fruitiers. Et puis au milieu de la parcelle, il y avait les rangées de dahlias, les rangées de fleurs, de chrysanthèmes. Il y avait 5 grandes familles de Montreuil qui étaient horticulteurs. Il y avait chez Savard, chez Selliébert, chez de Gombert, chez Lorrain. Si vous voulez, ces gens-là habitaient tous dans le même secteur, en gros. Il n'y avait pas un monsieur Dupont qui débarquait de je ne sais pas où, qui disait « bon, je rachète quelques hectares et je cultive ». Non. Si on prend le cahier des doléances, qu'on regarde le nom des gens qui ont signé le cahier des doléances en 1789, on regarde la liste des horticulteurs en 1902, eh ben, il y en a enfin je ne vais pas dire tous, mais ils sont tous présents. J'ai retrouvé ça, les vieux papiers de la famille. En parchemin, vieille écriture, ouais. Presque parchemin, ouais. Pas loin. C'est encore manuscrit, oui. Oui, c'est manuscrit, c'est extraordinaire. Ouais. Avec les lettrages tout à la plume, et tout. Alors, il y a un petit peu toutes les propriétés de l'époque. Hein. Savard, tiens, inventé par Madame Savard, monsieur Moulois. Ouais. Rue des Bacottes. Sentier des Bacottes. Sentier des Bacottes, ouais. Ça, c'était... plus personne ne sait où se trouve le sentier des Bacottes. C'était entre la rue Eugène Varlin et la rue Jean Moulin, on va dire, au sud de la rue Galilée. Ah ouais. Ça a tout changé, là. Ah bah il y a eu la construction des HLM et des accessions à la propriété sur cet îlot dans fin des années 60. Mais c'est presque le centre-ville, et là, on avait que des murs à pêche. Ah ouais. Et là, on remonte dans le temps, origine de propriété. Le dit immeuble appartient en propre à M. Papier pour les avoirs recueillis dans la succession de M. Désiré Jean-Louis Lachet, et qui lui-même les tenait. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire on prend un siècle en 2 pages. Là, on a en 1825 une vente de Riquier à Chevalier. Et ils vendent désignation d'une maison située à Montreuil, rue Haute. Non, pardon. Rue Haute-Saint-Pierre. Rue Haute-Saint-Père, oui. C'est la rue d'Anton. Oui. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit un jardin, 1900 mètres carrés, un autre jardin, 825 mètres carrés,
un autre jardin, 825 mètres carrés, c'est 489 mètres carrés, ce sont des petites surfaces, et c'est partout, partout. Là, c'est rue de la Nouvelle-France, là, c'est rue des Néfliers, l'autre, c'est rue Galilée. Les gens exploitaient leur terrain à... Oui, mais partout dans la ville. C'est-à-dire qu'ils perdaient un temps fou pour aller avec le matériel s'occuper des fruits et des fleurs. Et les ouvriers, enfin le personnel, quand il travaillait, il savait qu'il était midi ou bon, la cloche sonnait et donc ils revenaient. Et ils étaient dans un rayon assez... ils étaient assez loin, mais ils entendaient la cloche. Là c'est la famille Savard. Ça, c'est M. Savard qui est né dans les années 1910, qui était un camarade de mon père. Et le fils de ce monsieur-là, c'était un camarade, c'était André Savard, qui habitait rue Rochebrune. Effectivement, je me rappelle bien aussi de M. Savard en face, donc rue Rochebrune, où on allait chercher effectivement des dahlias aussi chez lui. Rue d'Aligre, il y avait aussi donc la fameuse Mademoiselle Pouplier qui, elle, vendait, mais elle n'avait pas de boutique fixe. Papa achetait à Mademoiselle Pouplier des dahlias. Moi, je me souviens y être allée, mais on ne rentrait pas. Pour rentrer voir un Gros Didier ou autre, il ne fallait pas avoir peur de pousser la porte, parce que vous n'étiez pas forcément bien accueillis. Et puis quand vous posiez des questions, ils vous envoyaient gentiment paître. Je raconte toujours la première fois que j'ai rencontré Gros Didier, pour lui demander l'autorisation de photographier. Il était au bout de la rue Saint-Antoine, de photographier ses champs, enfin ses cultures. Et je lui ai posé des questions. Vous faites encore... Ah non, je ne fais plus de pêche. Mais comment vous faisiez? On prenait un noyau et puis on le plantait. Et bon, mais très sérieusement. Et je lui dis, ah bon, c'est drôle, parce que moi, je croyais qu'on le greffait sur amandier, sur franc, sur abricotier, pour... Et alors là, son regard a changé, il m'a dit « Venez, je vais vous montrer ». Puis après, c'est devenu... j'ai fait les 4 saisons des murs à pêche chez lui. C'est-à-dire hiver, été, automne... Enfin, j'avais le droit de rentrer, il suffisait que je dise que je passe ou que je crie que j'étais là, et je pouvais aller dans sa petite maison où il y avait la cheminée, où Napoléon III s'était abrité, et de voir lui, elle, en train de... avec ses dahlias... C'était une époque dans les années 50 où il ne fallait pas être horticulteur. C'était mal vu. C'était à Montreuil, c'est une ville populaire. Les horticulteurs, c'était encore les catholiques, les riches, même si c'était plus vrai, même si c'était plus ça. En fait, ils n'étaient pas riches, ils étaient juste propriétaires de terrain. Ce qui est une richesse. Mais à l'époque, voilà, c'était pas une richesse, quoi, en fait. Il n'y avait pas d'argent qui circulait, très peu. J'ai bien connu Madame Soliveau, et elle avait non seulement des murs à pommes, à poires, à pêche, plus des terrains qui étaient fleurs. C'était énorme. Ils étaient à l'aise, ils n'étaient pas les gens riches, mais ils étaient à l'aise. Ils vendaient leurs fruits très bien, non, il n'y avait pas de problème. Ils étaient dans la campagne, puis ils prenaient le rythme qu'ils voulaient. Moi, je ne les plaignais pas à ce niveau-là. Ils vivaient bien. Comme il y aura l'aristocratie ouvrière dans le Bas-Montreuil, il y a l'aristocratie horticultrice. Les gens qui sont horticulteurs, ils ont des terres. Pour avoir des terres, il faut avoir de l'argent. Ils ne l'avouent pas forcément, mais il faut acheter. Il y a des choses, il faut du bel et bon argent pour ça. Et ils en ont. Et ils ont des terrains. Maman s'appelait Desgombert. Elle est née en 1912. Comme on lui avait retiré ses principales terres, puisque c'était les plus grandes, et qu'elle avait encore des enfants à élever, elle a demandé d'avoir un emploi au lycée de Montreuil. Donc elle s'est fait embaucher comme femme de ménage. Donc, femme de ménage, aide à la cuisine. Donc elle a travaillé quelques années au lycée de Montreuil. Savard qui racontait que
les gens disaient « Oh, vous cultivez des pivoines, ça doit sentir drôlement bon ». Et il répondait « Non, non, ça sent la mort, hein, parce que les pivoines, on les fait pousser avec du sang ou de la corne de bœuf râpée, ce qui fait que quand c'est humide et chaud, ça sent pas très très bon, ça sent que la mort, quoi. » Il y a quand même des connaissances techniques, il faut quand même savoir beaucoup de choses. Quand il y avait une plante par rapport au compost qu'on faisait, tout était marqué sur un cahier, telle plante avec, par exemple, tant de terre de bruyère, tant de terreau, tant de sable, tant d'engrais, tel engrais, tant de kilos au mètre cube. Il fallait savoir aussi tout faire. Il n'y avait pas juste entretenir le terrain, il y avait l'entretien des outils, et puis on s'occupait aussi des bâtiments avec papa. Donc on refaisait le mur, quand les murs à pêche s'écroulaient. C'est vrai que c'était des époques où les gens s'occupaient de tout, en fait. Hein. Ils faisaient vraiment tous les métiers. Maintenant, il y a du modernisme, il y a des rempoteuses, il y a tout ça, il y a des machines à faire les mètres cubes de mélange de compost. Maintenant, tout est fait avec des machines. La terre, elle arrive sur une rempoteuse et il n'y a plus que... Parce que dans le temps, on rempotait tout à la main. Hein. Et pourtant, on ne faisait pas 35 ou 37 heures par semaine. Hein. Moi, j'en faisais 60 à l'époque. Hein. Puis j'en suis pas mort. Hein. On fait ça comme on a toujours fait. Hein, un genou en terre ou presque, avec une houe, et on gratte le sol et on gratte sous le talon parce que hein, c'est sabiné à la Montreuil. Quand je regarde les photos, les façons de faire et le temps qu'ils y passaient, il ne fallait pas être feignant. Et pas de vacances. Du lever du jour au coucher du soleil, c'est dans les murs à pêche. Quand on rentrait de l'école, on finissait l'école à 4h30, ça n'a pas beaucoup changé, ça. Et puis tout de suite, il fallait se mettre au travail parce qu'il y avait les oignons de tulipes qui attendaient. Et si on voulait manger le soir, il fallait que la table soit vide. Les petites mains étaient les bienvenues. Par contre, il fallait faire ses devoirs quand même. L'un n'empêchait pas l'autre. Hein. Je logeais chez une vieille dame, avenue Pasteur, qui avait un pavillon où elle louait des chambres pour étudiants. Donc il y avait le pavillon et il y avait un grand jardin derrière dans lequel elle avait des arbres fruitiers, des pommiers, des pêchers. Et à Montreuil, on cache les fruits avec une petite enveloppe en papier pour qu'ils ne soient pas abîmés par les insectes. Donc on la voyait régulièrement sur la table de sa cuisine avec des petits carrés découpés de papier craft, un pot de colle et un pinceau, et elle faisait elle-même les petits sachets, un à un, avec lesquels elle allait ensuite elle allait les mettre autour de ses fruits. Les soliflores et les belles fleurs étaient en sachet, pareil, pour qu'elles gardent toute leur fraîcheur. Il fallait savoir, parce que il ne fallait pas faire la collerette trop grande, sinon le sac était trop petit pour protéger le fruit, parce que le fruit grandissait à l'intérieur. Nous, on le faisait plutôt assis, parce qu'on mettait le sac sur nos genoux, et puis on mettait de l'élastique au bout. Donc c'était plus pratique. On avait des grands porches, donc on travaillait sous le porche en fait. Et comme on était plusieurs, c'était à qui on faisait le plus. On faisait des concours. J'ai ensachais avec papa. Papa, il ensachait encore. Il a laissé tomber qu'en vieillissant. Je dirais qu'on l'a fait jusque dans les années 90. Non, même encore après. Oui, parce qu'après qu'il est vendu en 2000, les années 2000, 2010, c'était ce qu'il avait connu, donc il continuait ça. Après, il ne le faisait plus parce qu'il était âgé, hein, mais bon. La nuit, on préparait les malles, tous les bouquets qu'on mettait en malle pour qu'ils soient acheminés en fin de nuit au hall. Et puis à 5 h du matin, la grand-mère, elle partait à pied avec sa charrette au hall. Madame Soliveau, elle a travaillé jusqu'au bout. Puis elle me racontait, quand elle allait au hall le matin, à 4 h en partant avec ses carrioles,
On va aller vendre des fleurs et des fruits. Elle était capable de se faire du mal dans son jardin en tombant et bon, pas grave, on va repartir. Et le lendemain, elle était au boulot. Il fallait voir ce qu'elle pouvait abattre comme travail sur son terrain à plus de 80 ans. Les gens qui sont passionnés, ils font ça jusqu'au bout. C'était un métier très très dur, ouais. Et puis très dur pour les hommes et pour les femmes, parce que c'était les femmes qui vendaient aux halles pendant que les hommes bossaient au champ. C'était une vie à part, les halles. À l'époque, c'était très tôt. C'était la nuit presque. Oui, c'était très tôt à l'époque. Ça, c'était un monde incroyable. Les halles, c'est vrai que ça grouillait, ça... Je me rappelle de gens qui couraient dans tous les sens, et puis une ambiance formidable, quoi. Papa, il nous parle de cette époque qu'ils allaient au Halles avec la charrette et le cheval qui connaissait le chemin tout seul. Et voilà, il pouvait s'endormir dans la charrette, etc. Si la rue de Paris a été percée au XVIIIe siècle, c'est parce que ça permettait aux horticulteurs de rejoindre les Halles plus rapidement par une rue qui était pavée et qui rejoignait le faubourg Saint-Antoine et donc ensuite les Halles. Pour livrer les fruits aux Halles, c'était une carriole à cheval qui venait chercher les paniers qui étaient posés devant les maisons. Le jour où il y en a qui a dit « moi je prends une camionnette et puis je ne suis pas dépendant de machin, je pose tout ça et j'y suis 1 heure avant ». 1 heure avant, ça veut dire que j'ai des vendeurs qui sont pas, des acheteurs qui ne sont pas les mêmes, je fais mon prix. Quand les Halles ont disparu, ça a été vraiment un coup dur pour tous ces gens, parce que vraiment là c'était... on appelait ça le ventre de Paris, et c'est vrai que là c'est toute une époque qui disparaissait, vraiment. Et je me rappelle aussi l'arrivée à Rungis, qui a été difficile, parce qu'alors là c'était complètement... c'était autre chose, quoi. On avait ces grands hangars froids, enfin bon, c'était plus du tout l'ambiance des Halles, quoi. Ils ont eu un mal fou, enfin, moi je me rappelle de papa qui a eu un mal fou à se faire à Rungis, parce que c'était plus du tout la même époque, plus du tout la même ambiance. Et c'est vrai que là c'est un monde vraiment qui, là pour le coup aussi, qui a disparu du jour au lendemain. C'est en 2 temps, c'est la révolution industrielle qui va faire que le visage de la ville va changer, d'une part. D'autre part, c'est le transfert des Halles à Rungis qui marquera le coup d'arrêt. Alors bien sûr, il restera toujours, et il reste aujourd'hui Monsieur Machin, Mademoiselle Truc, qui se targue d'être horticulteur. C'est très bien, mais il ne faut pas oublier que c'est fini. Les années 67, 68, je pense, quelque chose comme ça, les bulldozers sont arrivés et ils nous ont cassé la moitié du jardin pour installer le lycée Jean Jaurès, qui donnait ensuite, qui était face à la maison. Et ça, je m'en souviens, parce que ça, du jour au lendemain, quand on se réveillait le matin, avant, on avait les parcelles avec les champs en face de nous, à perte de vue, quoi. Et du jour au lendemain, on a eu le lycée Jean Jaurès, quoi. Toutes les constructions qui sont au coin de la rue Pépin, la rue de Rosny, la rue, la petite rue qui descend, là, où il y a une école d'hydro, là, c'était un grand terrain qu'il y avait là, c'était des grands jardins qu'il y avait là aussi. Et où il y a le lycée de Montreuil, il y avait un grand terrain aussi là. Ces terrains, donc il y en a une grande partie qui ont été rachetés pour le bien public, ça s'appelait comme ça, et pour des constructions. À la limite de Rosny, c'est les fameux castors, là. Les grands immeubles, genre HLM actuellement. Ceux d'Anatole France, ils sont restés longtemps en tant que terrain. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus maintenant. Je ne sais pas. En 85, il y avait encore tous les murs à pêche, donc rue Rochebrune, derrière les maisons. Et donc c'est pareil, tout a été démoli pour faire les nouvelles constructions qu'il y a rue Rochebrune. Donc c'est vrai que ça a énormément changé. Du coup, il n'y a plus du tout d'horticulteurs, quoi. Je veux dire, ça n'existe plus. Il n'y en a plus maintenant, c'est des immeubles. C'est normal, il faut bien loger les gens. Mais bon, il y a toujours, dans le pro, il y a toujours un point négatif. Il faut construire.
Mais il faut en même temps détruire des choses très positives. C'est pas facile. Dans les années 70, les derniers grands terrains de Jules Verne, etc., ont disparu. Là, les cités ont été construites, 400 logements par-ci, 350 logements par-là. Et sur ces terrains qui furent jadis des vergers, les fameux murs à pêche, se construira la zone industrielle d'une conception hardie. Ce parcellaire tellement typique de petites bandes de terre qui fait que c'est encore là, parce que au niveau du cadastre, c'est une misère pour arriver à recentraliser des terres, parce qu'il y a du public, il y a du privé, il y a on ne sait pas, etc. Donc du coup, il est très très compliqué d'arriver à trouver des masses suffisamment importantes pour pouvoir échafauder des projets dans les murs à pêche. Mais il y en a quand même qui y arrivent, et ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles. Ceux qui y arrivent, c'est des fonds d'investissement américains. C'est une plante de jour court, le chrysanthème. Et c'est pour ça qu'en traditionnel, en culture comme ça de plein champ, c'est le temps qui commande. Soit qu'elle est trop fleurie parce qu'on a un mois de septembre qui est très très sombre, donc elle avance, ou soit c'est beaucoup d'ensoleillement et elle est un peu en retard. Mais elle arrive toujours dans une décade de 8-10 jours être dans la fourchette, trop fleurie ou moyen. C'est le temps qui commande. Hein. Une cinquantaine d'années en arrière, on vendait ça quand même 45 francs pièce, le pot. Hein, c'était en francs. On en chargeait 11 dans le camion. 11 pots. La plante, elle faisait ça. Même on avait des blanches, je me rappelle. Au détail, on les vendait 100 francs pièce. 100 francs à l'époque. Ça représente un des derniers écrins de verdure, de nature un peu libre et sauvage par endroits à Montreuil. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui savent qu'ils peuvent y aller, que c'est ouvert, qu'il y a plein de petits recoins, qu'on peut s'y perdre, qu'on peut y flâner. En fait, il y a plein d'endroits où on peut juste y passer l'après-midi et s'allonger dans l'herbe, avec de l'herbe coupée, l'odeur de l'herbe coupée au mois de mai, au mois de juin. On peut en quelques dizaines de mètres être très très loin de la ville. On a ici au bout de la rue Saint-Antoine l'association des fruits défendus sur un terrain de mon arrière-grand-père justement. Donc ça fait plaisir à voir, parce que c'était un terrain qui depuis les années 70 était pas squatté, parce qu'il était loué en bonne et due forme, mais par une grosse entreprise de BTP qui installait des plots en béton à longueur d'année. Mais là, ça y est, c'est reparti, donc c'est extraordinaire. Là, ça fait un mois ou deux qu'ils y sont dessus. C'était une friche dans un état incroyable, hein, il y avait eu des puits qui avaient été faits dedans pour tester, savoir, pour connaître le degré de pollution du sol. Quand on est arrivé ici, c'était une friche à l'abandon, donc c'était la jungle. On a commencé par faire des chemins à la machette presque. Et donc ça a été la chasse au puits. C'était pas la chasse au trésor, c'était la chasse au puits. Et on en a retrouvé deux, donc côte à côte, un qui est dans un mur et l'autre qui est au milieu d'une parcelle, et dont l'eau n'est a priori pas utilisable à cause de la pollution.
Mais on attend, il y a eu des analyses qui ont été faites, on attend les résultats. Cette étude qui a été faite par la mairie, elle est faite sur 3 jardins, donc le sens de l'humus, murs à fleurs et nous. Oui. Donc sur ce site des murs à pêche, il y a 3 sites qui sont suivis au niveau du développement de l'agriculture urbaine et de la gestion des pollutions des milieux urbains. La Terre, elle est chargée de son passé, elle est polluée par tout ce qu'elle a pu recevoir. Elle a en même temps encore, on va dire, un patrimoine de graines assez incroyable. D'avoir libéré la parcelle de l'autre côté, j'ai eu la surprise en avril-mai de revoir ressurgir un champ de pivoine du passé. Donc je me suis dit, ok, c'est que je suis dans la bonne direction. En même temps, je vois ressurgir des plantes beaucoup plus agressives et sur la défensive. Donc voilà, on est dans cette ambivalence, quoi. Dans le temps, les anciennes variétés redémarraient toutes, mais maintenant, avec les multiplications, la génétique et tout ça, les croisements, il y a des variétés qui crachent plus, quoi, qui ne redémarrent plus du pied, quoi. Le pied, il est là, la plante, après, elle a fait son cycle, et puis après un coup de gel, et puis c'est fini, elle ne redémarre pas. Aujourd'hui, avec ce réchauffement climatique, entre guillemets, d'avoir des zones vertes comme ça, des zones pour la biodiversité, mais aussi de rafraîchissement, est important. C'est-à-dire que cette zone encore très sauvage permet de valoriser des milieux de respiration dans les milieux urbains très, très chargés. On a quand même eu un été avec le rapport du GIEC qui est quand même, voilà, là encore plus impactant, quoi, dans ces... Donc aujourd'hui, des alternatives existent, elles sont encore pour certaines, voilà, en devenir. Quelles sont aussi finalement ce message qu'essaye de nous dire aussi finalement la nature, quoi. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de nous ou c'est plutôt nous qui avons besoin d'elle? Je pense qu'il y a là une conscience là du fait que effectivement, par rapport à la planète et tout, il faut peut-être qu'on revienne justement à des choses un peu plus simples et peut-être revenir à la terre, justement. Donc, ce qui est très bien, et aux fleurs. Faut pas faire trop de chichi, c'est des bouquets champêtres. Pas des bouquets de magasin. S'il te plaît. Ah bah oui, mais si j'avais cette matière-là en magasin, oh là là. Moi j'aime bien les fleurs comme ça que tu peux utiliser d'abord pour le feuillage, après pour à différents stades, c'est ça que tu veux dire là, ouais. Et après quand ils sont secs. Mais ça c'est la magie du jardin, tu vois, parce que tu connais bien le jardin, donc tu sais, tu anticipes. C'est ça aussi. Elle m'a pris mon sécateur ou pas? Non, il y en a un là, regarde. On se trouve en fait au jardin Pouplier, du nom de la dame qui entretenait avant, à qui appartenait une partie du jardin, mais qui entretenait toutes les 4 parcelles de ce jardin, où elle faisait pousser des fleurs avec sa mère. Moi, je passais devant le jardin, enfin devant la maison, qui dépassait des murs, donc devant la maison de Pouplier, entre 2003 et 2009, quand j'avais une parcelle de jardin un peu plus haut dans la rue. C'était quelqu'un avec un caractère assez bien trempé. Je cherchais à mettre ma caravane quelque part au départ, c'était une plus petite. Et de fil en aiguille, j'ai atterri ici au jardin Pouplier avec ma famille. Il y a des renards, des hérissons. Donc c'est vraiment chouette. Moi, mon fils, il est né ici. Il a fait ses premiers pas ici. Le chemin de l'école de ma fille, c'est à travers les parcelles de dahlias, de rosiers.
Je trouve ça vraiment bien, vraiment bien. Ce qui est intéressant d'y vivre, c'est qu'on est un peu détaché de tout le système de consommation d'aujourd'hui. Ça m'a permis de me sentir vraiment en harmonie et en accord avec un peu mes idées, mes principes. Et puis d'avoir un quotidien très 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 agréable. Le risque du tram, c'est que justement on a une pression quand même par rapport au foncier. C'est ça qui est un petit peu dangereux par rapport au tram. Et positif parce que ça va permettre aussi d'amener des gens sur ce site qui n'est pas très connu finalement. Et le risque aussi qu'on ait des zones qui soient urbanisées parce que le tram fait qu'on peut faire des logements tout autour. Donc c'est un peu le combat des différentes associations aujourd'hui, c'est d'être vigilant pour qu'il y ait le moins de dégâts possibles collatéraux. Ça rapporte beaucoup de population, quoi. Donc là, on a des villes qui rétrécissent leur territoire parce que y a plein de monde, quoi. Là, Montreuil a pris je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'habitants supplémentaires. Hein. C'est quand ça grimpe quand même. On n'est pas loin des 110 000 habitants quand même. Boulevard de la Boissière, avant d'arriver au fort de Rosny, là, ils ont déjà construit des immeubles là formidables. Même Place Carnot à Romainville, c'est pareil, ça a poussé et carrément au-dessus de l'autoroute. Moi, je vois où je suis, là derrière la nouvelle piscine, il y a un carré, il y a une zone qui est protégée là où je suis. Bon, moi, je suis derrière, mais un jour ou l'autre, ça va sauter. Hein. Ils ne vont pas laisser tout ça, tous les terrains vagues et tous ces terrains-là inoccupés. Hein. C'est protégé pour l'instant, et puis le jour qu'ils en ont besoin, enfin, je ne serai plus là, moi, de toute façon. En 10 ans, il y a eu de la construction extérieure, les Roms qui sont partis, des familles qui partent, la rue de Saint-Antoine qui va s'ouvrir. D'une part, ça amène de la visibilité, de l'ouverture, et c'est vrai que c'est un endroit qui doit profiter à un maximum de gens. Et d'une autre partie, les petites zones un peu préservées, cachées, etc., elles vont l'être moins, forcément. Mais est-ce que c'est un mal ou un bien, ça je ne sais pas. Après. Le politique est en pleine conscience de ça, qu'il a une pépite quelque part, mais par rapport au prix, par rapport à ce que ça vaut, je veux dire, ça vaut pas autant, je regrette, mais l'humain ne vaut pas autant que l'immobilier aujourd'hui. Il faut savoir que les murs à pêche, ça fait la taille du Pré Saint-Gervais. Donc voilà, l'enjeu, il est là, quoi. Et ici, c'est un lieu qui est quand même un témoin horticole du passé de Montreuil. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, compte tenu des enjeux climatiques, compte tenu des enjeux sociétaux, il apparaît plus que primordial et urgent de préserver ce même écrin de verdure. La ville n'a pas les moyens financiers d'intervenir, donc elle saisit les aubaines. Le Rugobétu, c'est l'aubaine de financement européen très important. EIR, c'est le financement par les promoteurs. Moi, je pense quand même en positif et je me dis que ça peut être aussi une entrée dans Montreuil par les murs à pêche. C'est-à-dire que Montreuil, ici, il y ait quelque part, pas très loin, une porte de Montreuil qui soit une entrée pour découvrir les murs à pêche. Les murs à pêche, on n'y entre pas facilement. C'est pour ça que les derniers projets de la ville prévoient, à la demande des habitants, des entrées, 5 portes pour entrer dans les murs à pêche et de la création de circulation. Et après, donc, il y a l'appel à projet qui installe les associations. Et ces associations, elles vont faire la valorisation, elles vont faire la promotion du site, quoi.
ce site-là est très protégé de par les associations qui l'occupent et qui veulent garder cette valeur-là de nature, en fait, de nature dans la ville, et le patrimoine des murs à pêche, etc. On essaye de séduire les jeunes. On a la chance que le collège ait pris contact avec nous et d'autres associations des murs à pêche, justement pour essayer d'insérer les jeunes là-dedans, parce que c'est eux l'avenir. D'accueillir spontanément des maîtresses d'école ou des enseignants qui avaient besoin de prendre l'air ici a ouvert une première porte. La deuxième a été d'accueillir aussi des femmes de la Maison des femmes de Saint-Denis ou finalement des voisins qui sont dans des quartiers aujourd'hui très minéraux plus que végétaux. Parler d'eux, avec eux, et voilà quoi, c'est quelque chose qui évidemment fait partie de cet avenir des murs à pêche. C'est les gens qui vont l'habiter. Il y a de plus en plus d'écoles qui ont envie d'avoir un jardin, de permettre aux enfants d'avoir accès. Nous, on voit, on accueille des classes aussi, des enfants qui sont nés comme ça, avec très peu de liens avec la nature. Il y en a beaucoup aujourd'hui. On essaie de faire beaucoup de choses avec les jeunes. On intervient dans les lycées, dans les collèges, avec des manifestations sur les pommes, sur l'alimentation, sur le goût, etc. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est le plaisir intense que les gens trouvent à cultiver leurs quelques plantes, quoi. Là, il y a quelque chose de très profond. C'est un lieu qui ressource, qui apaise, qui nous relie à la terre, qui donne du sens à ce qu'on fait. Pour moi, il faut les démocratiser tout en les protégeant, ces lieux-là, quoi. Mais c'est pas parce que c'est plus ouvert aux gens que le lieu est en danger. Moi, je pense pas. Il faut l'ouvrir, il faut que les gens des cités, des quartiers juste en face, du Bel Air notamment, mais d'ailleurs aussi, ils puissent se dire que c'est chez eux ici et qu'ils ont le droit de venir se promener, de venir pique-niquer, de venir passer une soirée agréable dans cet endroit-là. Que le silence qu'il y a ici, voilà, c'est pas fait pour... c'est pas chez moi, je suis pas chez moi. Les gens profitent, mais tout le monde a le droit d'en profiter de la même manière, ça c'est évident. Par rapport à l'avenir des murs à pêche, je pense que vraiment que des alternatives, que ce soit la mienne qui soit proposée ou celle des voisins autour, donnent un élan en fait, et on sent que vraiment il y a une vraie dynamique politique pour pouvoir en tout cas réparer ces murs et redonner vie à ce qui était vraiment une richesse et un patrimoine montreuillois. C'est vrai qu'on est fiers quand même de tout ce qu'ont pu faire nos parents, nos arrière-grands-parents. Puis c'est une belle histoire, quoi, je veux dire. Et puis en fait, on a l'impression que ça fait partie du passé de Montreuil, quoi, je veux dire. C'est surtout par rapport à ces murs à pêche, tout ce passé horticole, c'est vrai que c'est important. On participe à l'avenir de la vie en ville. Parce que je pense que des endroits comme les murs à pêche sont indispensables à la vie future. C'est un lieu de partage, un lieu d'échange extraordinaire. On voit bien déjà à l'époque que les horticulteurs, c'est pas un horticulteur qui a monté les murs à pêche, c'est pas un horticulteur qui a inventé la taille en V ou en U, c'est pas un horticulteur qui a fait telle ou telle variété de pommes. C'est parce qu'il y a une sorte de dynamique entre plusieurs horticulteurs, une sorte de on va y arriver, on y va ensemble, et il y a comme ça que ça peut se faire. Il y a comme ça que ça peut se faire.